Bienvenue aux personnes qui vont nous rejoindre peu à peu. Je vais juste ouvrir le chat. Voilà. Bienvenue Marcia à Merci. cette rencontre en ligne. Donc, quelques mots juste pour vous dire, même si je ne vous vois pas, que ça nous fait très plaisir d'accueillir Marcia Burnier ce soir à Bibliomédia avec ma collègue Marina Jovanovic, que vous ne voyez pas, mais qui est aux commandes de cette rencontre. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites. La rencontre, elle sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez la revoir ou la conseiller à d'autres personnes. Évidemment, cette rencontre, elle aurait dû être en vrai, hein, elle aurait dû être à la fin de l'année passée, on avait tout prévu, on se réjouissait, un peu comme tout le monde en ce moment, et surtout on se réjouissait aussi des échanges à la fin, de prendre un petit apéro et de se rencontrer. Donc, c'est pas possible, mais on voulait quand même pas laisser tomber, donc on a proposé à Marcia et tu as accepté d'essayer avec cette version en ligne. Donc, je propose qu'on commence avec quelques mots sur ton parcours. Marcia, si ça te va, on se tutoie. Ouais, pas de souci. Parce que comme on se connaît un petit peu, ce serait tout bizarre de se vous voyer. Ouais. Donc, Marcia, toi, tu as grandi à Genève, puis en Haute-Savoie. Tu as quitté la région à l'âge de 18 ans et tu es partie étudier entre Lyon, Philadelphie et Montréal, je crois, Ouais. pour t'installer en 2011 à Paris, où tu vis aujourd'hui. Et Les Orageuses est donc ton premier roman, on va en parler ce soir, publié aux éditions Cambourakis en septembre dernier, septembre 2020, et qui a Mmh. rencontré un grand succès. On reviendra peut-être sur les actions militantes que tu as menées à Paris pendant tes années parisiennes, les premières années, sur tes activités professionnelles en tant qu'assistante sociale dans l'accueil, le droit des personnes étrangères. Tu as aussi travaillé pour le planning familial, mais comme on parle ce soir plutôt d'écriture, eh bien, j'aurais souhaité que tu nous racontes ce que tu as fait avant de publier Les Orageuses et notamment la co-création du fanzine It's Been Lovely But I Have to Scream Now avec Nelly Slim, Ouais. fanzine féministe et queer. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu cette aventure? Ouais, avec plaisir. Du coup, je pense que je me suis, mis à écrire, quand même, assez tôt et puis j'ai fait pas mal de pauses et il y a quelques années, il y a environ 3-4, je crois en 2017, j'ai recommencé à écrire, quand j'ai trouvé un endroit, où mettre les textes. C'était en l'occurrence, un endroit qui s'appelait Retard Magazine, qui était en ligne. Je crois que j'étais tombée sur un texte sur, l'idée que, il y a des moments dans notre vie où c'est plus facile d'écrire quand on a un endroit où on met, les textes-là. Et du coup, j'ai rencontré Nelly, on était amies dans des collectifs militants et je me suis rendu compte qu'elle écrivait aussi parce qu'elle publiait, en ligne. Et à ce moment-là, je lui ai dit: «Bah, est-ce que tu voudrais pas qu'on en fasse un objet papier?» Parce que c'est très différent de publier seul sur un blog ou un long post Facebook. À l'époque, il y avait aussi des fois, on faisait ça, ou dans un webzine. C'est pas la même chose de le mettre en page, de découper, des images, de coller ça, d'en faire un objet, en fait. Mais d'ailleurs, en fait, je me rends compte, j'en ai sur le bureau. Je peux montrer à quoi ça ressemble. Hem, donc c'est des fanzines comme ça se hop, c'est très, très facile à faire et nous, on n'avait jamais fait ce genre de choses, avec Nelly. On s'était juste dit qu'on avait envie de mettre en valeur, les écrits qu'on avait et qu'on trouvait qu'il y avait très, très peu d'endroits pour faire ça. Et l'autre particularité, c'est que nous, on produisait des textes qui étaient pas universitaires, donc pas théoriques, et c'était vraiment, bon, beaucoup de textes basés sur l'intime, mais ce qu'aux États-Unis, ils aiment bien appeler la non-fiction et je crois que c'est en train de devenir, aussi une expression, dans la francophonie. Mais c'est vrai qu'ils sont un tout petit peu plus avancés sur cette question-là et nous, on était très friands de ces écrits-là, états-uniens et on trouvait qu'il y avait peu de place, notamment quand on était des femmes, notamment quand on était des femmes,
alors il se trouve, là, en l'occurrence, lesbienne ou racisée. Et voilà, donc on a créé un peu notre propre, moyen de diffuser, nos textes. Et au début, c'était pas censé être un fanzine, à long terme. Enfin, on en avait fait un, il y avait nous 2 plus une copine et en fait, il a été très bien accueilli et non seulement il a été diffusé, mais il a été, repris en librairie, on nous l'a pas mal demandé, il y a eu un très bon accueil et en fait, on a tout d'un coup décidé de continuer. On en a fait, 1 par mois pendant les 6 premiers mois. Ensuite, on s'est calmé parce que c'est quand même pas mal de boulot. Mmh. Mais, il y avait vraiment une idée de proposer cet espace-là en se disant: «En fait, on est énormément à écrire et à écrire des choses, personnelles et on est aussi beaucoup à penser que ça n'a pas de valeur, ces écrits-là, que c'est des écrits, hem, que tout ce qui touche de l'intime serait un peu, des écrits de journal, enfin de journaux intimes, et qui seraient, destinés à rester dans le voilà, justement dans l'intimité de celui ou celle qui l'écrit. Alors qu'en fait, c'est éminemment alors déjà, c'est éminemment politique de publier, quelque chose, d'intime, mais c'est aussi très intéressant pour construire des solidarités, de partager ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Nous, on a eu beaucoup de retours de gens qui disaient qu'ils avaient en fait, qui se reconnaissaient dans certains textes, et ça a été très, très chouette et c'est une expérience assez étonnante, hein, de partager autant de soi et d'écrire à la première personne. Et de le diffuser. Alors l'avantage avec un fanzine, c'est que c'est sur du papier, donc il y a pas de like, il y a pas de partage, on sait pas qui, le lit et on n'a pas vraiment d'idée. Alors maintenant, on commence à avoir une idée de combien d'exemplaires ont plus ou moins été diffusés, mais ouais, donc c'était une aventure hyper chouette, quoi. Moi, j'ai Hem, adoré ça. ouais, ça pour moi, ça résonne beaucoup, avec le roman et avec ce dont on va parler. Il y a l'idée déjà de faire quelque chose, soi-même, de A à Z et en plus en collectif ou en tout cas en amitié en l'occurrence. Donc ça c'est vraiment aussi la particularité des fanzines, hein, c'est qu'on les fait soi-même. Souvent quand on ne trouve pas dans le monde éditorial ni sa place ni des exemples de quelque chose que l'on voudrait lire. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis c'est aussi le fait de renverser la parole des experts ou des Ouais. personnes légitimées, hein. Au fond, nous aussi, on est tout aussi légitime de parler et de parler à partir de soi. Je me rends compte que j'ai oublié de dire ce qui était vraiment important, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions directement pendant la discussion dans le chat que vous avez sur votre droite si jamais il faut cliquer sur converser. Euh, et je reprendrai les questions à la fin. On gardera en tout cas un bon quart d'heure s'il y a des questions pour qu'il y ait quand même un moment d'échange. Euh, dans une interview, j'ai lu que Nelly disait pour décrire la posture féministe du fanzine, un féminisme de riposte, un féminisme dont l'adage serait comptons sur nous-mêmes. Il me semble que c'est parfait pour faire la transition avec, avec ton livre, Marcia. Ah oui, c'est marrant, je me rappelais même pas qu'elle avait dit ça, mais c'est vrai que c'est parfait et je trouve que c'est un adage qui se décline. Hem, je pense qu'à ce moment-là, Nelly, elle pense aussi il se trouve que le fanzine, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes, et on peut compter que sur nous-mêmes pour diffuser, nos expériences et c'était un moment très fort de sororité pour le coup de fabriquer ce fanzine-là. Mhm. Et c'est vrai que nous, on a nos groupes militants, nos questionnements politiques ont beaucoup tourné autour de justement comment on articule cette solidarité-là entre nous, hem et d'essayer de dépasser un tout petit peu, les poncifs autour de la sororité, parce qu'en fait, c'est assez difficile d'être sororal. C'est pas quelque chose heu, avec lequel on grandit, qu'on nous apprend, on va plutôt avoir souvent une éducation qui va nous amener vers l'inverse. Et et du coup, ce serait presque, dommage pour le discours de dire que, bah, voilà, la solution, ce serait qu'on soit heu, toutes ensemble et qu'on puisse compter, les unes sur les autres et cetera. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment une réflexion autour de enfin, nous, on avait envie de faire une réflexion autour de qu'est-ce que ça coûte, de devoir seulement compter sur nous-mêmes?
Qu'est-ce que ça coûte d'être les seules ressources pour les copines autour et, et comment on arrive à fonctionner avec ça et quelles sont du coup les revendications qu'on a derrière. C'est très fatigant de devoir compter que sur soi-même. Ça va pour un temps, mais ce n'est pas Mmh. forcément une finalité en soi. Mais c'est un bon adage et c'est vrai que ça résume bien et ce que j'ai eu envie de montrer dans le livre et aussi les projets qu'il y avait avant, quoi. Et donc, effectivement, le livre, il y est question de sororité, c'est même un des thèmes, en tout cas l'amitié féminine, qu'on pourrait lui donner aussi ce nom en Oui. l'occurrence, c'est vraiment un des grands thèmes de ce livre et c'est ça aussi qui fait son originalité, hein, le fait que ce soit autant mis en scène et autant thématisé, c'est quelque chose, comme tu dis, qu'on ne voit pas si souvent. Donc, peut-être je dis quelques mots sur le livre pour le situer et puis on poursuit comme ça. Donc, Mia, Lucie, Nina, Inès, Louise, Lila et Léo sont donc les héroïnes de ce roman, héroïnes du livre, mais héroïnes de leur vie aussi, résistantes plutôt, ou pour reprendre justement tes mots, Marcia, des sorcières pétroleuses, vengeresses, prêtresses, renvoyant ainsi à travers l'histoire ou l'imaginaire collectif à des insurgés, des marginales, mais aussi des femmes puissantes qui font peur, hein, qui Mmh. impressionnent et qui transgressent les normes et qui défient l'ordre du patriarcat. Donc le mot est lancé. Ces femmes sont les héroïnes. Toutes ont été violées par un collègue, un ami, un gars d'un soir et toutes doivent vivre avec ces brisures, cette déchirure, cette honte, ces angoisses, des maux physiques aussi que tu décris très bien, toutes ces séquelles au fond qu'elles doivent endosser seules. Cette notion de solitude, j'ai trouvé ça très intéressant, comme d'ailleurs elles étaient seules au moment où ça s'est passé. Mmh. Et c'est comme si au fond, dans la société, elles devraient se débrouiller encore seules pour trouver les moyens de se réparer. Quelle réparation on leur propose, quelle protection on leur propose. Et donc face à cette situation, ensemble, ces femmes, ensemble justement, elles vont se venger, elles vont riposter. Et on va parler donc cette riposte. Euh, mais peut-être juste avant d'entrer dans le texte et dans cette forme de vengeance, est-ce que tu pourrais nous dire, pour qu'on comprenne bien le contexte, j'ai vu que tu expliquais des fois aux médias à quel point la société et la justice en particulier n'offrent au fond pas de réparation aux victimes et par conséquent en amont pas de protection non plus. Quelques mots peut-être à ce propos. Ouais, je crois que ça, c'est un constat qui, pour moi, a traversé ma vie à travers et des expériences personnelles, les expériences de mes amis, mais aussi, voilà, ce que j'ai pu voir, au travail de manière, très récurrente. C'est que en même alors sur la question très précise du viol, en même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement banal. Ça arrive énormément. Du coup, avant la rencontre, je regardais les chiffres en Suisse pour vérifier que j'allais pas plaquer un modèle français, sur, voilà, mais en fait, on est vraiment sur, le même genre de chiffres et donc ça arrive tout le temps et en même temps, on propose pas grand-chose pour non seulement pallier, à ce problème-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'en parler, on en parle très peu, à l'école, on n'a pas envie d'investir des moyens pour, faire de la prévention, i c'est comme si, c'était la société se maintient dans une idée que c'est quelque chose de très rare, parce que très grave et du coup, une des pierres angulaires de cette question-là, qui est un crime qui est très grave et très rare, il va évidemment être, puni de manière, très exceptionnelle. Parce qu'on peut pas une société peut pas imaginer qu'un crime très grave puisse arriver aussi souvent. Donc il y a une espèce de je sais pas comment dire, mais de schéma qui fait que, la justice, elle peut pas, condamner tous les violeurs, parce que sinon ça serait envoyer, des milliers et des milliers et des milliers d'hommes, en prison, pour, la peine maximum en France, c'est 15 ans. En Suisse, je crois que ça va à peu près jusqu'à ça aussi. Hem et c'est vrai que du coup, il y a une espèce de choix qui a été fait, qui est de lâcher les victimes. Qui est de dire: «Bah, tant pis», pour préserver cet équilibre et pour préserver le mythe que, le viol serait extrêmement rare, car extrêmement grave, on va ne pas tellement prendre en charge toutes ces victimes, qui vivent avec,
au quotidien. Et je crois que j'avais très envie de montrer ce que ça veut dire de vivre avec au quotidien. Parce qu'on entend le discours qu'on a souvent autour des victimes de viol, c'est, alors certes, c'est quelque chose qui peut dévaster. Alors ça, on entend beaucoup ce champ lexical-là, hein, à quel point c'est dur et à quel point on a du mal à se remettre. Mais en fait, on parle très peu de physiquement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, des alors ça, c'est chouette parce que on m'a souvent fait le retour que c'était bien décrit, mais voilà, c'est aussi quelque chose dont on parle peu, de qu'est-ce que ça fait dans le dos, dans le ventre, d'être tout le temps angoissé, comment ça entrave les mouvements au quotidien, et comment ça bouleverse une vie quotidienne. Et c'est vrai que face à un tel bouleversement, ce que la société pour l'instant propose, c'est souvent, déjà pas grand-chose, mais c'est souvent, le pardon, hein. C'est ce qu'on nous demande beaucoup de faire, c'est de pardonner ou de passer à autre chose. Hem, donc c'est un espèce de huis clos avec, soi-même où, on n'a ni la justice pour nous aider, ni, une communauté, quelconque, ni, un cercle d'amis. Le nombre de personnes, moi, que j'ai vues au boulot ou autour de moi, perdre leur groupe d'amis quand, hem, elles avaient été violées, c'est assez fou. Et donc ça montre bien qu'il y a un espèce de tabou qui fait qu'on n'a pas envie de prendre ça en charge, que ça soit institutionnellement ou personnellement ou dans nos cercles d'amitié. Et du coup, on n'arrive pas à se saisir collectivement de comment faire pour continuer à avancer. Et je trouve que peut-être que ce que je devrais rajouter sur le roman, peut-être que c'est pas clair, mais c'est que, dans le roman, il y a pas d'idée que la seule manière pour avancer collectivement, ce serait la vengeance. Il y a une idée plutôt de dire: on va essayer de recréer un groupe de soutien, on va essayer de se soutenir entre nous et on va essayer d'évaluer ce dont on aurait envie. Et ça, c'est quelque chose c'est un imaginaire qui est presque, enfin, qui est jamais vraiment présent, dans la tête des victimes. On nous demande pas, de quoi on aurait envie. On nous dit vaguement ce qui est possible et souvent c'est pas grand-chose, mais du coup, on s'autorise pas non plus à faire fonctionner l'imagination et à essayer de se dire: «Bah, en fait, moi, qu'est-ce que j'aimerais là, tout de suite pour aller mieux?» Et pour certaines personnes, ça sera la vengeance. Pour d'autres, ça sera, construire un groupe, sororal. Et en l'occurrence, il y a une partie des héroïnes qui vont pas, du coup, être vengées bah, voilà, parce qu'on ne peut pas toujours se venger. On ne connaît pas toujours son agresseur ou on n'est pas toujours en capacité de le retrouver ou quand on s'en rend compte, quand on prend conscience de ce qui s'est passé, la personne est décédée, il y a plein de cas de figure. Mais du coup, elles vont quand même construire une espèce de reconstruction. C'est marrant, construire une reconstruction, je me répète un peu, mais autour de, ce qu'elles vont faire ensemble. Et donc ça veut dire que c'est aussi possible de se réparer un petit peu et d'aller un peu mieux en allant, en gros, aider d'autres copines qui sont dans la même galère. Et ouais, ça, je trouvais ça assez important, quoi. Oui, alors juste par rapport aux chiffres, hein, j'ai pas les chiffres pour la Suisse, mais je donne ces chiffres que je viens de lire à propos de la France. Donc, on estime que les femmes entre 18 et 75 ans, donc on ne parle pas du tout des mineurs ici, à peu près 94 000 femmes en France qui sont victimes de viols par année. 91% par des personnes donc agressées par des personnes connues, 47% par leur conjoint ou ex-conjoint. Là-dessus, il y a 12% des personnes qui portent plainte et on estime à moins de 1% hein, les personnes qui ensuite sont condamnées. Ouais. Donc voilà, on ne va pas rester trop longtemps sur ces chiffres, mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y a ce paradoxe que tu relèves hein, du fait que c'est censé être extrêmement rare et tabou, alors qu'au fond, tout le monde sait que ça ne l'est pas. Ouais. Et on apprend depuis toute petite que ça ne l'est pas, puisqu'on apprend à devoir faire attention. Donc, ça, je pense que c'est important aussi. Donc, oui, par rapport à la reconstruction, on va en parler. Donc, il y a d'une part ces vengeances, ces ripostes, mais on verra qu'il y a aussi d'autres manières dont les personnages vont tenter des reconstructions et même parfois avec le soutien des autres, mais individuellement aussi. Bien sûr. Euh, donc, peut-être que tu peux nous dire quelques mots justement sur ce que ces femmes, elles décident de faire ensemble, sans Ouais, raconter toute oui, l'histoire, c'est ça, je vais mais essayer de pas, quand même un petit peu. spolier. Mais, Ouais, en gros, je crois que le fil directeur qui était dans ma tête, c'était de me dire, hem
je veux pas reproduire, le tropisme, ou je sais pas comment on dit, du en gros, c'est vrai qu'il y a un genre très, voilà, qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle le rape and revenge. Donc c'est le genre du viol et de la revanche, où on assiste souvent à un viol très violent et ensuite l'héroïne va se venger de manière extrêmement violente. Il y a une espèce de ça va lui faire ressortir, quelque chose de très héroïque, et il va y avoir des scènes, incroyables, où elle va, en gros cathartique, où elle va se venger de manière très violente. Moi, je m'étais dit: «Je veux surtout pas ça», parce que, je suis pas persuadée que ce genre de littérature ou ce genre de film, parce que ça a été beaucoup des films, soit particulièrement, cathartique pour, des victimes qui en fait, on est quand même beaucoup à se sentir, pas très puissante, à ce moment-là. Et donc j'ai essayé d'imaginer, et aussi de m'inspirer de ce qui avait été fait autour de moi, hein, de des vengeances, pardon, plausibles, c'est-à-dire faisables. C'est-à-dire, quand on a la liberté, aujourd'hui dans le monde contemporain, quand on a la liberté d'imaginer des vengeances, heu, c'est très rare qu'on décide d'aller, je sais pas, tuer la personne qui nous a violés. En fait, par ailleurs, ça n'arrive pratiquement jamais, parce qu'on risque trop. Ce serait Par ailleurs, on risque d'aller en prison, on risque de détruire sa vie. Ça demande quand même une sacrée énergie de vouloir tuer quelqu'un. Enfin, donc voilà, on est on n'est pas du tout là-dessus. Donc on est plutôt sur des vengeances qui vont, moi j'essaie de le résumer en disant: c'est des vengeances qui vont à un moment donné, perturber la vie de l'agresseur, et donc c'est comme lui signifier que, bah, en fait, notre vie à nous, elle va être impactée, voilà, tout le long par ce qui s'est passé. Il y a aucune raison que celle de l'agresseur ne soit pas au moins un petit peu impactée. Et donc il y a plein de choses différentes, hein, qu'elle décide de faire, mais toutes vont aller dans cette idée-là, quoi, qui est de dire, donc il y a pas de tabassage, il y a pas de torture, il y a je crois qu'elle les touche pratiquement pas du tout, mais par contre, il y a, qu'est-ce qui ferait que, leur vie serait un peu modifiée? Alors, ça peut être, obligé de déménager, ça peut être signer des aveux, ça peut être plein de choses, hem, mais en l'occurrence, voilà, je décris quelques exemples, et en plus, depuis la publication du livre, il faut quand même le dire, que moi j'ai reçu des messages avec des personnes qui me racontaient d'autres exemples, voilà, de choses effectivement qui ont l'air, pas si spectaculaires que ça, mais qui font quand même du bien. Et Mmh. mmh et ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'ai commencé le livre, donc je l'ai commencé au sein d'un atelier d'écriture qui était mixte, et je me souviens que les 1ers chapitres, quand je les ai lus, qui sont des chapitres, justement, qui décrivent une vengeance, il y avait, 2 g en fait, c'était mixte, mais il y avait que 2 garçons, et les 2 me disaient: «Mais c'est pas crédible parce que c'est pas assez violent». Et si, on a été, ah bah, nous, on imagine que si, elles ont été violées, elles ont envie de faire beaucoup plus que ce que tu décris. Et on voyait, enfin, du coup, on en a beaucoup discuté de qu'est-ce qu'on projette sur, les victimes de viol, qu'est-ce que des fois les hommes imaginent qu'ils feraient à notre place, si ça leur arrivait, et à quel point par contre, on n'arrive pas à imaginer la fatigue, dans laquelle on est, la terreur, le fait que, pas tout le temps, mais ça peut arriver qu'on ait eu peur de mourir, et cetera, et ça, c'est pas des éléments qui font qu'on se sent extrêmement en confiance pour faire des vengeances incroyables, quoi. Donc voilà, c'est des petits actes de révolte, comme C'est je des dirais. petits actes de révolte peut-être, mais c'est de l'action directe. Mmh. Et c'est ça que j'ai Tout à trouvé, fait. enfin, bon, peut-être que ça, j'ai juste passé à côté d'autres textes qui parlent de ça, mais je trouve que dans la littérature, ça reste assez rare que l'on parle de ce genre d'action directe. Mmh mh. Et puis là, peut-être que ces garçons dans l'atelier trouvaient que c'était pas assez violent, mais je peux imaginer que certaines autres personnes, en revanche, trouvaient que c'était déjà trop violent. Oui, bien sûr, Et ouais. que voilà, et que dès que en fait on se réapproprie au fond le droit à la violence ou le droit à la riposte, ou le droit à l'agressivité, et puis on agit de manière directe, tout de suite ça devient difficile, et pour beaucoup de personnes c'est inacceptable. Mmh mh. Et ce que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant, c'est que les femmes dont tu parles viennent d'un milieu militant, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, un milieu alternatif, un Ouais. milieu peut-être marginal. Euh,
Et ça aussi, j'ai l'impression que c'est très, très peu visible dans la littérature. Mmh. Pourquoi est-ce que tu as, parce que tu aurais pu parler d'autres femmes aussi, mais pourquoi tu as choisi de situer tes héroïnes dans ce milieu-là? Ouais, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a 2 en gros deux éléments de réponse. La 1re, c'est la plus simple, c'est que, hem, j'ai pas été très originale en tant que primo-romancière et j'ai choisi des personnages qui me ressemblent, et j'ai choisi de parler d'un milieu, que je connais et ça, c'était important. Certes pour, pouvoir l'ancrer dans le réel, mais aussi parce qu'effectivement, moi, je trouvais que j'étais peu représentée dans la littérature Mmh. et que je me reconnaissais peu dans ce qui était écrit et que j'avais envie un peu de donner ça, de dire: «Bah, voilà, ce roman, ça sera aussi un moyen de qu'on se reconnaisse, quoi et qu'on puisse avoir une existence, dans du papier, en dehors que de justement de la marge». Donc ça, c'est sûr que c'était un premier élément. La deuxième qui est presque plus, communautaire comme on dit, mais c'est qu'on a souvent l'image, des milieux d'extrême gauche, on pourrait les dire, ou des milieux alternatifs, qui prônent l'action directe. Voilà, hein, c'est une action, qui est souvent très discutée, c'est dans l'imaginaire, commun, c'est assez, voilà, associé à l'extrême gauche. Il faut Mmh. savoir que, souvent dans les et là pour le coup, c'est pas juste lié à la France, hein, c'est de manière assez, internationale. Souvent ces milieux-là, ces milieux mixtes, ont les mêmes tabous autour de l'action directe, de vengeance, contre le viol que n'importe quel, autre milieu. C'est-à-dire que ça par contre, ça reste très présent dans ces milieux-là et ça, moi, je trouvais ça assez intéressant de voir qu'en fait, c'est tous les milieux, même ceux qui prônent l'action directe, même ceux qui considèrent que la violence peut être légitime et ben, pour la question du viol, va se poser quand même, la question de la légitimité des femmes à être violentes. Hem et et la légitimité des femmes à être violentes, contre un agresseur et pas, contre l'État ou contre, le grand capital. Mmh. Et et ça, je crois que j'avais aussi envie ouais, d'en parler quoi, de montrer qu'en fait, c'est vraiment universel cette volonté de laisser les victimes de viol dans une bulle d'inactivité quoi, d'impuissance. On est très désolé de ce qui leur arrive, mais on n'a vraiment, vraiment pas envie, qu'elles en fassent quelque chose. Et je suis enfin, là, on voit en ce moment avec toutes les affaires qui sortent, à quel point, en fait, ça ne change pas. Ça, c'est immuable. On tout ce que les victimes vont essayer de faire pour, dénoncer ou aller mieux et cetera, ne sera jamais, heu, comme la société le veut. Elles se feront systématiquement critiquer. Elles vont dénoncer en public avec, les noms, ça n'ira pas. Elles vont dénoncer, anonymement, ça n'ira pas non plus. Elles vont aller se venger, en secret, ça n'ira pas. Elles vont porter plainte, ça n'ira pas non plus. Et il y a jamais de solution, en fait, qui va. Et et c'est vrai que ça, c'est très pénible. Enfin, c'est des injonctions contradictoires, très pénibles et qui sont d'autant plus pénibles dans des milieux où, on a une volonté de changer le monde pour le meilleur, mais pas sur ce sujet-là, quoi. Ouais, justement, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est le fait que comme ce sont ces femmes qui prennent la parole, qui sont les héroïnes, on voit bien tout leur cheminement justement pour aller vers cette riposte. C'est pas cette espèce de violence fantasmée gratuite là dont tu parles, Mmh. qu'on peut voir dans certains films qui, au fond, n'est vraiment qui est écrite par des hommes probablement aussi, des Oui. scénarios écrits par des hommes. Là, on voit tous les dilemmes moraux et comment est-ce qu'on peut, au fond, s'approprier la violence, non pas gratuitement, mais de quelle manière, au fond, on peut reprendre la main, on peut reprendre le contrôle, on peut reprendre la force. C'est vraiment ça que ça raconte. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez rare, là aussi. C'est ça qui fait l'originalité. Euh, Peut-être, si tu es d'accord, on pourrait lire à ce moment-là le passage où la plupart des héroïnes, au fond, se rencontrent. Ouais. Un Bah, ouais, passage ouais. du livre qui raconte ça. Comme ça donne un peu une idée. Mhm. Donc c'est le passage que je vais vous lire, c'est la personne qui parle, en tout cas le chapitre concerne, l'héroïne principale qui s'appelle Mia. Des liens, elle en avait tissé un certain nombre depuis son arrivée à Paris, mais rien ne valait la toile tissée avec les sorcières.
Unies dans la violence, elles s'étaient d'abord reconnues toutes petit à petit parmi la masse. Louise et Léo étaient allées à la fac ensemble. Elles s'étaient aperçues, croisées, mais elles avaient commencé à se parler un jour où, en sortant de cours, Léo avait entendu un gars commenter le cul de Louise. Louise s'était retournée, elle avait marmonné un connard, et Léo avait enchaîné. Elle avait hurlé sur le type des insultes et avait attrapé la main de Louise pour se barrer en courant et en riant. Elles avaient passé 5 années à éplucher les livres de sociaux et à se raconter leur vie, presque fusionnelle. Un jour d'automne, en plein milieu d'une manifestation contre la loi travail, elles avaient rencontré Mia, Inès et Lila, alors que les trois hurlaient violeurs sécateurs, au milieu d'une foule cagoulée, qui semblait avoir très envie de leur dire que ça n'était pas le sujet. Mais à Louise et Léo, ça leur avait plu. Les filles avaient l'air de se marrer, elles n'avaient pas peur, on les repérait à 1000 kilomètres. Elles avaient crié des slogans ensemble et elles avaient été boire un chocolat chaud à l'écart pour cracher sur les vieux de la CGT et les jeunes mecs en noir, unis par le même mépris des meufs qu'ils portaient en eux. Elles s'étaient donné rendez-vous pour un week-end de festival quelques semaines plus tard, loin de la grisaille de Paris. Un week-end avec du temps qui s'étendait au-delà de l'aube, pendant lequel les groupes se forment et s'étalent sur la pelouse derrière la salle de concert. Les discussions ne s'arrêtent jamais et la peur prend le large. Toutes étaient venues, pas certaines de se retrouver. Quand elle les avait revues, Mia avait trouvé la nuit plus claire. Elle s'était dit qu'elles ensemble, c'était comme un orage d'été, qui illumine un ciel trop lourdement chargé. Louise avait ramené une fille qu'elle connaissait depuis peu, Nina, qui parlait vite et fort, mais à qui on avait envie de faire confiance immédiatement. Une fille qui ne savait plus vers qui se tourner. Une amie qui venait de perdre tout le reste de sa bande parce qu'elle était trop traumatisée, trop bruyante, trop en colère, trop triste, qu'elle prenait trop de place. Comme les autres, Nina n'avait pas eu besoin de temps pour trouver sa place, c'était là, comme ça. Une seconde, elles étaient des inconnues, et la deuxième, elle s'était imprimée. Elle connaissait leurs contours sur le bout des doigts. Merci. Donc, ces femmes, on les retrouve tout au long du roman, parfois pour des moments de riposte, justement, où elles sont ensemble. Elles sont pas souvent toutes ensemble, mais il y a comme une sorte de filet ou de réseau qui se crée entre elles avec des sortes de fils invisibles. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui se tisse dans cette forme de soutien. La thématique du soutien, elle est vraiment subtilement amenée, je trouve. Et l'autre chose qui me paraît importante et qu'on sent un petit peu ici, c'est la manière dont, au fond, tu arrives à nous plonger dans les pensées de ces héroïnes, dans leur vie, dans toute leur complexité et de faire jouer ces luttes intérieures qu'elles ont entre le corps et l'esprit, justement où le corps est mis au centre, on va en parler. Je trouve que c'est important aussi parce que souvent, et peut-être encore plus dans le cinéma, comme tu l'as bien montré, les personnages de femmes, malheureusement, manquent de complexité. On a tendance, on a tendance encore à avoir beaucoup de personnages qui sont de simples faire valoir des héros masculins. Elles existent rarement pour elles-mêmes. Elles sont souvent en lien avec le héros masculin ou un autre homme dans un lien amoureux, etc. Et puis là, on est dans toute autre chose. Ça fait du bien de lire aussi des personnages complexes. Comment c'était de créer, par exemple, Mia et Lucie, qui sont les deux personnages les plus importants? Ouais, c'était vraiment du plaisir pour le coup. C'était Moi, c'est un des exercices que j'ai adoré faire, de créer des personnages de fiction. On parlait au début de la rencontre du fait que j'avais beaucoup parlé au jeu et que j'avais beaucoup écrit à la première personne. Et il y a vraiment eu un moment donné où j'ai senti la limite de cette écriture-là. Et quand je me suis mise dans la fiction, j'avais l'impression d'avoir une liberté énorme, justement, pour créer des personnages sans obligation de vérité. Ça, c'était pour moi le truc le plus libérateur. Et, et en fait, je me suis rendue, ça, personne ne va me croire, mais c'est vrai que j'ai pas écrit ce livre en me disant il n'y aura pas de personnage masculin très présent. Je l'ai écrit et en fait, en le relisant, je me suis dit genre ah oui, ok, ouais, d'accord. Donc j'ai pas vraiment été très mixte, mais moi, je crois que j'ai vraiment eu du plaisir parce qu'aussi j'ai eu du plaisir à mettre des bouts de mes copines, un peu partout, à créer des personnages, justement, ouais, qui existent par eux-mêmes. Hem et je trouve important ce que tu dis sur la question de la complexité des personnages parce que,
des fois, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque dans l'identification de ce qu'on lit, c'est qu'on a on a des options, c'est-à-dire notamment sur la question de la violence, il y a l'héroïne toute puissante, celle qui, ne va subir plein de choses, mais ne va jamais tomber, ne va jamais baisser la tête, par ailleurs, ne va jamais se laisser faire, va réussir, va être une battante, on va dire. Et il y a celle qui va être complètement détruite et qui va avoir besoin d'être sauvée par des hommes en général, ou qui va aller très, très mal et on va lire des pages et des pages, d'horreur, qui sont assez insoutenables. Et je crois que moi, j'avais un truc qui me tenait beaucoup à cœur, c'était de dire: «Mais en fait, la réalité, elle se situe entre les 2 et et on a des moments où on se sent surpuissante, et souvent des moments d'ailleurs où on est plusieurs, mais il y a vraiment des moments de grâce, où on arrive à reprendre le contrôle et à faire sortir la colère et à se sentir extrêmement, super-héroïne justement. Mais ces moments-là, malheureusement, ils durent pas et je pense que c'est important de créer de plus en plus de fiction où on montre que en fait, les choses sont pas linéaires, les choses sont nuancées, on a des fois de la force et ensuite, on l'a plus du tout et un des éléments que je trouve, intéressant dans le groupe d'amis là que je décris, c'est vraiment le fait qu'elles ne sont pas sur la même temporalité, elles ne vont pas toutes bien en même temps et c'est ça qui sauve l'histoire. C'est que, quand il y en a une qui tombe, il y en a une qui va mieux et qui va pouvoir rattraper et c'est un jeu d'équilibre comme ça, hem, qui est, à mon sens, beaucoup plus réel, et qui rend compte beaucoup plus de la réalité de ce qui se passe, aujourd'hui dans la société, quoi. C'est des super héroïnes, on en connaît peu, des femmes qui ont été entièrement détruites, on en connaît peu aussi. On connaît aussi beaucoup de femmes qui ont énormément de ressources, mais qui ne vont pas toujours bien et qui, des fois, ont besoin qu'on les aide et ça, ouais, je trouvais que c'était important. C'est vraiment la question de la complexité du ressenti et de la complexité de ce qu'un trauma fait, à la psyché, quoi. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu dis bien à quel point le fait d'avoir choisi la fiction était libérateur, mais tout en étant clairement en lien avec la complexité justement Ouais, de la réalité. ouais, Parce qu'évidemment, une des questions qu'on a envie de te poser, sachant que justement tu travailles dans le social, que tu es militante, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que tu as publié ce livre aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière, qui a publié jusqu'à maintenant des essais, et avec ton livre qui publie une première fiction. Donc il y a vraiment tout un jeu hein, là entre fiction et non-fiction. Euh, voilà, pour finir, tu as quand même choisi la fiction. Donc j'aurais voulu te demander pourquoi, mais je crois que tu as déjà répondu. Ce qu'on peut demander à présent, c'est est-ce qu'à ton avis, la fiction répare? ouais, c'est une question où c'est marrant parce que j'aurais pas eu la même réponse, je pense, à la sortie du livre, où je crois qu'à la sortie du livre, j'ai été, vraiment galvanisée par, la question de la réparation par la fiction et j'avais vraiment l'impression que oui, passer par la fiction, ça répare, en fait et proposer aussi, alors ça, je suis désolée, ça va spoiler pour les gens qui ont pas lu, mais c'est un petit spoil, mais proposer une fin heureuse. Moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai écrit la fin, pratiquement tout de suite parce que je voulais de l'espoir et ça, je pense qu'à la sortie du livre, j'avais vraiment l'impression que c'était que ça avait marché, quoi. Bon, quelques mois plus tard, je pense que j'ai un regard un peu moins, dithyrambique là-dessus, mais je pense que oui, la fiction, aide. Hem, En tout cas, de recevoir autant de messages de personnes qui me disaient que ça les avait touchées et qu'elles s'étaient reconnues, ça, je pense que ça a beaucoup aidé et ça a contribué à réparer. Hem, mais malheureusement, c'est c'est toujours la question, on aimerait qu'une seule chose répare et c'est pas comme ça que la vie, fonctionne, et d'ailleurs, c'est pas en se vengeant qu'on sera entièrement réparé, c'est pas voilà, c'est des petits bouts. En tout cas, la fiction peut contribuer. La fiction, elle permet aussi d'imaginer d'autres fins, d'imaginer d'autres réactions. Elle elle permet de mettre un tout petit peu à distance le récit et de justement, comme je disais tout à l'heure, de ne pas avoir cette obligation de vérité. Elle permet d'aller chercher, d'autres choses et elle permet aussi d'avoir un dialogue là-dessus, sans se sentir trop à nu. Moi, ça m'a quand même permis,
de parler à travers des personnages et ça, Mmh. je trouve que c'est plus intéressant et après j'arrête là, mais je crois que ce que ça permet aussi, c'est d'amener la question du récit autour du viol, de le sortir du témoignage et de l'amener dans la littérature et je ça, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, c'est que, hem moi, j'ai dévoré pas mal d'autrices qui parlent de la question, que je trouve qui parlent magnifiquement bien. Moi, je pense, notamment à bon, j'en parle tout le temps, mais de Dorothy Allison qui parle très bien de son histoire personnelle, de ce qu'elle en a fait, du lien entre la fiction, la non-fiction et cetera. Mais je trouve que des fois, en France, en Suisse, et cetera, la littérature, qu'on va mettre en disons qu'on va avoir une petite tendance à catégoriser, les femmes qui vont parler de leur expérience personnelle dans la catégorie de témoignage et ça ne sera pas de la vraie littérature et je me souviens que quand Vanessa Springora a publié Le Consentement, elle l'a publié chez Grasset, dans une collection de romans et cetera, d'avoir lu des critiques littéraires dire, «C'est un bon livre de témoignage, mais ça n'est pas un roman». De lui enlever cette catégorisation-là. Ah oui, ça n'est pas de la littérature, voilà, c'était ça Mmh. le truc et je me suis dit, comment pourquoi ça on n'y aurait pas le droit? Pourquoi on n'a pas le droit de transformer ce qu'on vit en de la littérature, valable et de conjuguer 2 choses, c'est-à-dire, la véracité ou en tout cas la justesse, d'un écrit, mais aussi, d'avoir envie d'en faire, un objet artistique, un objet littéraire, qui se transmet et ça, je trouve que la fiction est intéressante pour ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est très, je vois très bien ce que tu veux dire, hein. Du côté anglo-saxon, c'est pas du tout comme ça, Ouais, hein, si on lit Audre Lorde ou oui, Angela ouais. Davis et autres, hein, où là, il y a là, dans le monde francophone, on a tendance à dire alors non seulement pour Springora, c'est intéressant, non seulement c'est pas de la littérature, mais en plus, il y a ce double mouvement qui dit parfois, vu que tu as une personne concernée, ta parole vaut moins. Oui, ouais. Donc, au fond, comme tu disais, ça va jamais, hein. Quelle que soit la manière dont on s'exprime, ça va jamais. Pour revenir à l'idée des réparations, donc on a parlé de la fiction, on a parlé de cette sororité, de cette amitié. Il y a d'autres moyens qui sont mis en scène dans ton livre à propos de la réparation et qui sont liés au corps. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me disais, mais c'est fou, le fait de se faire agresser quand on est violé, c'est évidemment le corps qui est touché en premier lieu et on voit bien tous les maux physiques que ça provoque par la suite. Et en fait, quand on parle de réparation, souvent on évoque quelque chose qui est de l'ordre thérapeutique. Mmh mh. Et c'est des thérapies pardon, de l'esprit. Ouais. Euh, donc, au fond, on est censé réparer son esprit, quoi, et puis parler, et puis payer d'ailleurs soi-même sa Ouais. thérapie, évidemment. Et donc là, dans ton livre, à plein de moments, tu reviens au corps, qui me semble central, essentiel. Et ça, je trouve aussi que c'est quelque chose malheureusement qu'on dit peu. Et en fait, Mia et Léo en particulier, elles vont développer des réparations en lien avec leur propre corps. Est-ce que tu pourrais, je pense au désir physique, au sport, au tatouage, est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots? Bah, oui, je pense que le corps est un petit peu, des fois oublié effectivement parce qu'on considère qu'il y aurait des problèmes somatiques, qui seraient réglés par la médecine et qui ont des causes, voilà, biologiques et cetera et puis, il y aurait tout ce qui est de l'ordre de la c'est ça, de la thérapie, psychologique, voilà, qu'est-ce qu'on va devoir, gérer et moi, j'ai l'impression qu'on sait peu les liens à quel point les liens sont forts entre, comment le corps, gère et digère les traumas et quelles sont les manifestations, physiques qui vont arriver. Ça, c'est déjà un premier point et du coup, à quel à quel degré de connaissance de son corps on doit arriver pour gérer un certain nombre de manifestations, physiques, qui sont dues au trauma ou, du coup à l'anxiété et cetera. Hem, Ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi parce que, heu on oublie que des agressions, ça peut avoir des conséquences, très, pas triviales, mais on peut, ne plus, réussir à aller aux toilettes, par exemple. On peut, avoir,
avoir des problèmes musculaires, des contractures pardon, musculaires. On peut avoir du mal à faire du sport. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et c'est Et vrai tout ce qui a que, trait aussi à la sexualité, hein, dont bien on sûr, parle ouais, ouais. évidemment très peu, hein. Ouais, 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 et d'ailleurs, moi, je m'auto-censure, mais c'est vrai que, c'est un vrai truc, et je crois que c'est d'autant plus une question qu'elle est complexe, cette question-là. Parce que, ça serait évidemment, pas juste et mentir que de dire que quand on a été violé, on n'a plus envie de coucher avec quelqu'un. Ça se passe pas comme ça, et c'est beaucoup plus, fin et changeant par ailleurs, et délicat, et que c'est un rapport dont moi j'entends très, 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 très peu parler. Hem, je crois que j'ai entendu une fois des intervenants en parler dans un festival, il y a pas longtemps, qui s'appelait, «Sortir de l'hétérosexualité», qui parlait un tout petit peu de qu'est-ce que ça fait, et qui arrivait à sortir un peu des discours, préconçus, qui étaient de dire: «Ah bah oui, quand, on a été violé, on est traumatisé, on ne veut plus, coucher avec personne». C'est quand même pas tout à fait ça. Et ça, c'est sûr on nous en parle pas, et comme on n'en parle pas non plus entre nous, on a l'impression d'être, seul au monde à qui ça arrive, ces questionnements autour du désir. Donc ça, c'est déjà très fort. Hem et sur ce que tu dis sur le reste, c'est-à-dire, les autres réparations qu'elles vont se faire, notamment en termes de modifications corporelles, bon, il y a un truc très basique, en fait, qui est que le viol, à un moment donné, c'est quelqu'un qui va disposer de votre corps, sans votre consentement, et il y a une vraie volonté à un moment donné, de vouloir se le réapproprier, de vouloir, dire: «Non mais attendez, moi je vais faire, c'est moi qui vais en faire ce que je veux», et ça peut évidemment passer par, les tatouages, ça c'est enfin, je dis ça peut évidemment passer par les tatouages, mais en fait, c'est même souvent quelque chose, enfin, moi, j'ai souvent entendu des personnes qui s'étaient fait tatouer pour cette raison-là, en disant, «J'ai eu envie à un moment donné de moi décider ce qui allait aller dessus, et par ailleurs de moi contrôler la douleur», et cetera. Ça, je trouve ça hyper C'est intéressant, en fait, ce rapport-là, ouais. Ouais, en tout cas, les pages, qui concernent, bon, le désir, et le tatouage, je les ai trouvées, tu m'entends Marcia? Je te Ouais, ouais, je vois, t'entends, ouais. ouais, OK. Hem, Elles m'ont beaucoup touchée, et puis je pense qu'évidemment, c'est très important de pouvoir en parler, et d'en parler aussi à travers la littérature. On peut en parler peut-être entre copines, ou dans le cadre d'un festival, ou même dans un cadre thérapeutique, hein, qui peut être, tout à fait bien. Mais je trouve que dans la littérature, c'est important, parce que c'est une autre manière aussi, d'aborder ces thèmes, et je pense que, de manière générale, quelque chose qui, unit, ou qui, en tout cas, rassemble les femmes, c'est le fait que leur corps, est tout le temps confisqué. Leur corps Ouais. est dans la vie en général, dans la société en général, dans la leur reproduction et la sexualité, c'est quand même quelque chose qui est récurrent, et qui traverse les sociétés. Et du coup, c'est aussi une manière d'aborder ce sujet, par le biais d'une thématique particulière. En fait, je vois que le temps file, assez, rapidement. Moi, je ne vois pas pour l'instant de questions, donc n'hésitez pas si jamais, hein, dans le chat, si vous avez des questions. Et en attendant, comme, tu avais sélectionné un autre passage, peut-être qu'on peut, lire ce passage qui est aussi super intéressant, et dans lequel on va découvrir quand même le personnage, masculin. Masculin, Enfin, il y a ouais. d'autres, mais celui-ci est vraiment important. Ça te va comme ça? Ouais, très bien. Ouais, ouais, ouais. Hem Donc là, tout à l'heure, je vous ai lu un passage, qui parlait plutôt qui était dans un chapitre consacré à Mia, et l'autre héroïne, c'est Lucie, et Lucie, elle a son meilleur ami qui s'appelle Flo, et là, elle est en train du coup, de manger avec lui. Elle est tellement euphorique ces derniers jours qu'elle n'arrive plus à se retenir de lui en parler. Flo sourit d'abord en entendant l'histoire du tatoueur. Lucie parle sans arrêter. Elle décrit les filles, la sensation qu'elle a eue en les rencontrant, le fait de se sentir moins seule, moins désemparée. Elle lui dit, tu vois, elle propose une solution concrète. C'est peut-être pas parfait, mais c'est déjà ça. Elle lui dit encore qu'elle s'est sentie vivante, plus vivante que jamais, qu'elle dort enfin. Il se dit qu'elle a l'air illuminée, redressée, comme si elle avait grandi d'un coup de quelques centimètres. Lui est moins à l'aise devant le reste du récit et recommande avec trop d'empressement une troisième bière. Tu crois pas que c'est aller un peu trop loin, là? Taguer des banques, je veux bien, mais aller chez les mecs, tes potes sont un peu ouf, non? Lucie s'arrête, étonnée. Naïvement, elle avait pensé qu'il approuverait sans retenue l'idée d'aller démolir l'appartement d'un gars relou. C'est quoi le problème?
ça te pose pas de problème de péter des vitrines à tout va, mais par contre, l'appartement d'un gars qui a violé une copine, c'est plus compliqué moralement? Flo reste silencieux. Il n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais oui, il trouve ça plus compliqué moralement, sans pouvoir mettre exactement le doigt sur ce qui le gêne. Ce qu'il n'ose pas dire, c'est qu'il pense que c'est dangereux de prendre au sérieux la parole d'une seule meuf. Ce qu'il pense en sourdine, c'est qu'il est totalement plausible que parmi les 5 copines de Lucie, l'une, voire plusieurs d'entre elles mentent. Il n'arrive pas à l'admettre, mais au fond de lui, il trouve ça étrange, presque impossible qu'autant de meufs aient été violées et se connaissent. Il y a un bug quelque part, ça tourne en boucle. Le viol, pour lui, c'est le parking désert, c'est le détraqué, le fou, le pervers ou le puissant. Persuadé que le viol est un crime grave, Flo pense donc qu'il est rare, plus rare que ce que Lucie semble lui dire. Il est gêné aussi parce que, même s'il connaît la théorie et qu'il est prêt à s'indigner publiquement, il trouve au fond de lui que c'est abusé de mettre sur le même plan les filles dont le copain a un peu forcé une fois et les filles qui se font violer dans la rue, dans le métro, dans le train. C'est vrai quoi, il a du mal à imaginer que ça soit le même traumatisme, la même galère, mais il n'ose pas le dire à Lucie. Peut-être aussi parce qu'il a peur. Il a peur que s'il y a autant de violés, il doit y avoir beaucoup de violeurs. Et il croit dur comme fer que des gars, des fois, déconnent, insistent un peu trop, dérapent avec leur meuf, avec une meuf. Mais de là à les appeler violeurs, à leur demander des réparations, c'est pas comme s'ils avaient fait exprès de faire du mal à cette fille. Il pense qu'il faudrait juste mieux expliquer que dans ce cas précis, la violence ne résout pas grand-chose. Pendant que Lucie raconte, il essaye de se rappeler. Il convoque ses souvenirs sur les plans cul qu'il a eus. Est-ce qu'il a toujours demandé? Est-ce qu'elles étaient toujours sobres? Enfin, il a quand même le droit de baiser bourré, il manquerait plus que ça. Il chasse ses souvenirs rapidement et a envie de changer de sujet, d'effacer le malaise. Il aimerait bien que Lucie ait autre chose à la bouche que le mot viol. Elle est comme possédée et ça lui fait peur. Il voudrait juste qu'elle redevienne comme avant. Voilà. Merci. Ouais. Bon, évidemment, hein, ce qui est intéressant là, c'est que ce personnage, qui est vraiment un ami proche en plus, hein, donc on est Ouais. toujours dans ce paradoxe. Euh, les violeurs sont nos frères, nos cousins, nos amis, nos patrons, nos collègues, et nos voisins, etc. Ce qui n'est pas toujours très simple. Mais ce que je trouve fou, c'est à quel point il ne peut pas s'empêcher, au fond, de jauger, de juger, de se faire sa propre opinion de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas. Ouais. C'est quelque chose qui revient souvent, me semble-t-il, dans certaines conversations, même des conversations plutôt bienveillantes. Là, je vois une remarque, quelqu'un qui dit il est hyper intéressant ce passage, il reflète bien la société. Effectivement, hein, je pense qu'on a toutes, à un moment donné, une conversation un peu de ce genre-là. Et justement, quelle réception tu as eue, toi, de la part des hommes, des garçons qui lisent ton livre et qui, justement, peuvent le vivre comme une prise de conscience ou en tout cas avoir des questions sans être trop pédagogique? Comment est-ce que tu as réagi? Alors, moi, j'ai eu plutôt des très bons retours. Ça, c'était très chouette. Mais j'en ai eu peu. Voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même, bah, j'ai des hommes, proches de moi qui l'ont lu et avec qui ça a déclenché des super conversations. Mais c'est vrai qu'ils représentent une extrême minorité, des retours que j'ai eus. Hem, Après, si je suis honnête, j'ai 2 ou 3 exemples, voilà, d'histoires qu'on m'a racontées où des copines ont fait lire à des garçons qu'elles connaissaient ce livre et que ça a déclenché des conversations un peu réparatrices pour elles, avec eux. Donc ça, c'est évidemment, très, très chouette pour moi d'entendre ça. Mais c'est vrai que je ne sais pas si tu le remarques, ou si tu l'as remarqué, mais il y a aussi une volonté dans ce bouquin de pas trop en dire sur ce que les filles ont vécu. On sait qu'elles ont toutes été violées, mais on ne sait pas le détail, de chaque agression et je crois que c'était un peu pour répondre à ce qui est dit dans ce passage, c'est-à-dire, si elle vous dit si vous les voyez ces personnages, elles vous disent qu'elles ont été violées, elles sont visiblement traumatisées. Vous n'avez pas besoin de savoir le détail. Vous n'avez pas besoin de savoir le détail pour vous faire une idée sur est-ce que vraiment, c'est grave ce qui s'est passé ou pas? Et je pense qu'il faut qu'on s'entraîne de plus en plus c'est assez banal, mais c'est croire les victimes, mais aller presque plus loin que ça, c'est-à-dire les croire et croire aussi quand elles disent qu'elles vont mal et que ça a été difficile à gérer. C'est pas juste croire ce qui s'est passé.
Et des fois, j'ai un tout petit peu peur qu'on bascule là-dedans, c'est-à-dire, dans cette idée que oui, oui, bien sûr, il faut croire, les victimes. Alors ça, maintenant, on commence à se dire que c'est important. Mais par contre, on juge quand même de la gravité des faits et et on considère qu'on peut croire, mais que du coup, c'est quand même pas si grave ce qu'elle raconte et ça, je pense que c'est vrai qu'on a cette volonté-là, constante, hein, d'aller examiner les récits, de demander toujours plus de détails, heu, pour pouvoir justement se dire: «Mais est-ce que c'est si grave que ça?» Moi, je pense à là, ça me fait immédiatement penser à une actualité très, concrète qui est, l'accusation de du coup, Florence Porcel qui accuse, Patrick Poivre d'Arvor, d'agression sexuelle et de viol et c'est vrai que tout le monde a envie d'avoir les détails pour pouvoir dire si oui ou non c'est grave et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va jusqu'à inviter, l'agresseur, Patrick Poivre d'Arvor, à la télévision pour lui demander les détails et c'est ce qui s'est passé hier soir. Parce qu'on veut pouvoir juger ça. Alors qu'elle, elle le dit très clairement que ce que ça a été pour elle et ce que ça a eu comme effet et on devrait réussir à s'arrêter là, quoi. Par rapport à la réception de ton livre, peut-être encore quelques mots, sachant tes activités professionnelles, est-ce que suite à l'écriture, ça a changé des choses dans ta pratique d'accueil, Hem par exemple au planning familial ou autre Je crois que ça en vrai, ça a très peu changé. Mes collègues, alors il se trouve que j'ai eu de la chance de travailler à ce moment-là au planning familial et du coup dans un environnement très même si j'aime pas trop ce mot, mais très safe. Enfin, je veux dire, c'était dans une association féministe, qui prend en charge des victimes de viol tous les jours et du coup, c'était très chouette de partager ça avec elles. Hem et ça a été plutôt bien reçu et j'ai un autre boulot là dans le droit des étrangers où, une partie de l'équipe est venue aux présentations, ça c'était très, très enfin, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais il se trouve que je travaille, et c'est peut-être aussi une partie du problème, mais, je travaille dans des environnements où on qui s'occupent en fait de prendre en charge, des femmes victimes de viol et aussi quelques hommes et du coup, hem je pense que c'était des gens qui étaient particulièrement sensibles à cette question-là et qui avaient envie, d'en entendre, parler. Euh, donc voilà, je vois quand même. Alors, Daniela Vassali nous dit que la chronique de ton livre sur Payot a été écrite par un homme. Chronique coup de cœur. Mais je sais, Ouais et je tu... vois ouais, en fait, je crois qu'il me semble, parce que je pense qu'il y en a pas, plusieurs, mais il me semble que c'est quelqu'un qui m'a contacté, la personne qui a écrit cette critique, via Facebook et qui m'a écrit un message qui était vraiment, vraiment chouette. Il fait partie des rares hommes qui m'ont écrit, vraiment, quelque chose où enfin, ça m'a fait extrêmement plaisir, qui voilà, qui disait que ça lui avait permis de vraiment de comprendre comment ça se passait, dans la tête, de quelqu'un qui avait été victime de viol et du coup, enfin moi j'avais trouvé ce message vraiment extrêmement respectueux et ça m'avait donné, un peu d'espoir sur aussi la possibilité de circulation de ce livre, chez des hommes en fait qui étaient pas victimes. C'est Pablo Tuller, apparemment, hein. Ouais. Euh, donc, on a une question de Isop, je vois, et que je voulais te poser également. Est-ce que tu penses écrire un deuxième livre? Est-ce que tu as envie encore d'approfondir ce sujet? Est-ce que tu vas changer totalement? Quels sont tes projets? Bah, c'est marrant parce que donc oui, oui, moi j'aimerais vraiment écrire un deuxième livre, et je juste après la sortie du livre, je crois en septembre, on m'a posé la question dans une rencontre et j'ai dit, «Ah moi je veux changer totalement de sujet, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose» et cetera et tu vois là, on est en début mars et le projet que j'ai commencé à écrire et pour lequel je viens d'obtenir une résidence, ça c'est très chouette. C'est vraiment un projet qui reprend en fait, la question des violences, mais du coup qui va voir autre chose. Moi j'ai vraiment envie d'aller, explorer du côté justement de la solitude, donc j'ai fait un roman sur la sororité, sur qu'est-ce que le groupe apporte et je crois que j'ai envie quand même d'aller ouais, vraiment voir ce que ce sentiment de solitude fait aux personnes et notamment dans le cadre des violences conjugales. Du coup, l'idée, c'est de travailler sur une, fille qui s'enfuit en fait, qui s'enfuit de sa relation est terminée, mais qui a été victime de violences, psychologiques et sexuelles de son conjoint et qui décide de partir. Donc d'abandonner ses amis, de partir loin et d'aller s'isoler
et voilà, d'écrire, qu'est-ce que ça fait, quand on subit des violences qui sont pas visibles? Qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de soi, voilà, cette invisibilité, que du coup l'entourage, personne ne sait, personne ne voit et on est la seule témoin de ces violences-là. Donc voilà, c'est pas tout à fait, le même sujet, mais c'est quand même très proche, ouais. Et je vois qu'il y a donc je continue avec les questions un peu. Je vois qu'il est déjà 19h, comme on avait dit qu'on essayait de quand même avoir un peu, un échange, même si c'est pas pour de vrai. Diana Dela Cruz, déjà merci beaucoup pour cette conférence qui arrive à point nommé au vu du 8 mars. Vous en parliez avant de la violence des femmes et je me demandais justement, est-ce que la violence vue comme masculine et d'une manière plus générale l'apparition dans l'espace public qui appartient aux hommes, est-ce que ce ne serait pas le problème principal des victimes de viol? À ce propos, Irène, avec son livre La terreur féministe, en parle. Euh, Ouais, c'est un donc, très chouette livre. Enfin, du coup, ce que propose Irène, c'est si du coup, moi, j'ai pas tout lu, mais si je comprends bien, c'est de refaire, en gros, l'historique de la violence, de la violence utilisée comme moyen militant et de remettre un peu cette histoire-là au goût du jour. C'est-à-dire de dire qu'on oublie, en fait, on oublie que ça a existé et que ça a été, utilisé et qu'en fait, c'est aussi, hem comment dire? Quelque chose dont on peut se saisir et c'est sûr que moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, qui est très important de rappeler, de quoi on est capable, hem et de se donner un peu de force, là-dessus, quoi. Alors oui, c'est sûr, d'occuper l'espace public, d'occuper l'espace, médiatique, de provoquer des mini séismes, partout, quoi, mais je suis toujours embêtée sur la question de la violence, parce qu'en même temps, moi je pense que c'est très important de se la réapproprier. Je pense qu'il y a quelque chose alors, au-delà de la question de la violence, il y a quelque chose autour de la colère, qu'on arrive à se réapproprier, qu'on arrive à sortir de la question de, la colère nous détruit. Non, c'est de garder la colère à l'intérieur qui détruit, hein. Quand, on la sort, elle détruit moins. Mais par contre, je trouve que c'est une ligne assez fine entre parler de ça et éviter absolument de faire une injonction à la violence. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont ni envie, ni l'énergie, ni plein de choses et il faut vraiment arriver à éviter de remplacer, un dogme par un autre, quoi. Alors si on veut pas faire, appel à la justice ou à quelqu'un d'autre et bah, du coup, il faut qu'on se défende soi-même et du coup, il faudrait que toutes les femmes fassent de l'autodéfense et cetera. Bon, moi, je pense que c'est très bien l'autodéfense, mais que ça résout pas tout et je pense vraiment que c'est OK de dire qu'en fait, nous, c'est pas notre truc, quoi. Heu, Moi, je propose une idée, parmi plein d'autres et c'est ouais, c'est ça qui est important, quoi. C'est de dire, bah, on peut chacune et chacun, décider de ce qu'on fait de cette colère-là. L'idée, c'est vraiment plutôt de se dire qu'elle est légitime, qu'on a le droit d'être en colère, vu tout ce qui se passe, au quotidien, évidemment qu'on a le droit d'être en colère et c'est plutôt sain d'être en colère. Par contre, ce qu'on en fait, ça nous appartient et personne n'a le droit de nous dire ce qui est le mieux, quoi. mhm. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, j'en vois pas. Euh, En attendant de voir si quelqu'un, du coup, est inspiré et pour que je puisse prendre encore une ou deux questions, j'avais envie de faire quelque chose que fait Victor Toyon dans Les couilles sur la table. Donc, c'est un petit hommage au fond à ce podcast qu'on aime beaucoup ici à Bibliomédia et qui explore les masculinités. D'ailleurs, les podcasts, c'est aussi un espace médiatique dans lequel les femmes ont vraiment réussi à prendre la parole avec beaucoup d'humour et d'intelligence, me semble-t-il, hein, parce que les médias aussi, c'est un espace où les femmes ont peu la parole. Et donc, dans mon souvenir, ce qu'elle fait, Victoire Toyon, c'est qu'à la fin, elle demande à son invité une recommandation culturelle. Et j'aime assez bien cette idée. Donc, du coup, est-ce que toi, tu aurais déjà une recommandation culturelle à nous faire juste là Oh comme là ça? là, mais j'en ai plein! Non, je crois que les 2 qui me viennent, c'est, et promis, c'est pas parce que c'est sorti chez Cambourakis, mais il, vient de sortir une, traduction, en français, du livre de Dorothy Allison, 2 ou 3 choses, que je sais
et qui est un livre absolument fantastique qui vraiment mélange justement, enfin qui parle beaucoup de la question de la non-fiction, qui parle de son rapport à l'écriture, à sa famille, et cetera. C'est écrit et traduit de manière magnifique, et donc ça, je vous le conseille, vraiment. C'est déjà sorti, donc c'est possible et je crois un autre conseil que je voudrais faire, c'est qu'il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Mathilde Forget, qui avait fait un premier roman qui s'appelait «À la demande d'un tiers», sur la question de la folie, qui était vraiment très beau et qui sort le 24 mars, son deuxième roman, qui s'appelle «De mon plein gré», qui parle de la question du viol et dont je suis persuadée qu'il sera fantastique. Hem et et voilà, c'est mes recommandations culturelles. Ok, merci. Ben nous, on a aussi une petite recommandation. On s'est dit qu'on allait faire un tout petit peu de pub. On en a un petit peu parlé par mail. Marcia, il y a cette revue féministe qui s'appelle La Ouais. Déferlante. Elle est à l'envers sur l'écran, désolée. La revue des révolutions J'en féministes. aussi. Euh, voilà, on a la même. Euh, on vous la conseille évidemment. Bon, là, elle est commandable très facilement par Internet. J'imagine qu'elle sera diffusée ici aussi en librairie et en Suisse, donc ça, je ne sais pas. C'est le numéro de mars, c'est le premier numéro. Ce que nous, on a beaucoup apprécié, c'est le fait que c'est une revue accessible. C'est pas, Ouais. euh, c'est tout à fait, c'est relativement facile à lire. C'est pas une revue scientifique, c'est pas que une revue non plus littéraire. C'est vraiment une revue euh, de société dans son meilleur terme. Et on y retrouve notamment Annie Ernaux et Céline Sciamma. On y retrouve Audrey Lorde, etc. Et donc, ouais, ça vaut vraiment la peine. Ça nous a bien plu. Moi, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, j'enchaîne un peu. L'autre, peut-être, euh, recommandation culturelle que moi j'aurais, qui est assez difficile à écouter, mais à mon avis nécessaire, c'est un podcast de Louis Média qui s'appelle Ou peut-être une nuit. Attendez, j'enlève une sonnerie désagréable. Voilà. Euh, donc c'est la production Louis Média ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski. Ça parle de l'inceste, donc effectivement euh, c'est pas un sujet qui est facile, mais les 6 épisodes, je crois qu'il y a 6 épisodes, sont incroyablement bien réalisés, intelligents. Ça part de quelque chose de familial, de personnel, mais pour interroger tout plein d'expertes, doctoresses, psychologues. Il y a des témoignages hallucinants, c'est extrêmement intelligent. Donc ça vaut vraiment la peine. Et pour nouvelles écoutes, donc là aussi, production de podcast. Sur Nouvelles Écoutes, il y a aussi La fille sur le canapé. Je ne sais pas si Mmh. tu as eu l'occasion de l'écouter par Axel Jan Jike. Ouais. Là, ça parle aussi des agressions sexuelles, mais du point de vue des personnes racisées, des jeunes femmes racisées en particulier. C'est aussi extrêmement important et intéressant. Euh, Peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, Marcia, si toi, tu avais un sujet que tu aurais encore voulu aborder ou si tu voulais encore ajouter quelque chose. C'est très difficile d'animer en ligne quand je vois personne, je dois vous avouer, hein. Donc, je ne Non, sais non. pas, en fait, ce que les gens font s'ils sont allés manger un sandwich ou j'en sais rien. Non, non, moi je pense que là on a bien fait le tour, hem et que je pense qu'il y a des limites à Zoom et à l'attention qu'on peut porter. Mais ça me brise le cœur de ne pas pouvoir être là, en direct, mais bon, c'est déjà très, très chouette qu'on ait pu quand même faire, cette rencontre-là. Ouais, merci beaucoup. Mais moi, quand même, j'ai l'espoir qu'une fois tu viennes pour de vrai. Moi euh, aussi! nous rendre visite. Donc, cette rencontre, elle sera, je pense, la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Bibliomédia. Vous aurez leur lien sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et on est toujours là pour répondre à vos questions. Et voilà, bah, merci beaucoup, Marcia. Bah, merci à toi, Merci c'était très chouette. infiniment et une toute belle soirée à vous. Peut-être, Marcia, ce qu'on fait, c'est que Marina, elle te renvoie vite une invitation Zoom, comme ça, on peut juste dire 2 mots. Ouais, pas de souci. Voilà, on a oublié de te dire.
Merci, une toute bonne soirée à vous, bonne suite et continuez à lire et à tout bientôt. Merci, Merci. au revoir.